Salam alaikum. Bonsoir. Et merci d'être venu, d'avoir donné un peu de votre temps au groupe le matin. Et merci beaucoup à nos amis de la CGEM de nous avoir accueillis et permis d'utiliser ce beau amphithéâtre. Le Book Club, qui est une initiative que nous avions lancée il y a près de 3 ans, devient une sorte de rendez-vous mature de la littérature, de l'écriture, du livre, du roman, de l'essai, que ce soit en arabe ou en français. Et on a déjà entamé cette saison avec l'ouverture déjà d'un kiosque, le parc Enfa Park, un kiosque où on peut emprunter gratuitement les romans, les ouvrages, les livres. On peut aussi se détendre ou se prélasser. Il suffit de s'inscrire. On est déjà à quelques 2000. C'est Ali. L'initiative, c'est M. Ali Sossé qui l'a conduit. Moi, je ne fais que prendre la gloire de ceux qui font le travail. Et donc, j'ai le plaisir de vous présenter notre ami Si Hatim Benjelloun, que je connais depuis déjà quelques années, puisque dans la fédération des éditeurs de journaux, il y a une dizaine d'années, on avait eu recours à lui, à ses services, pour nous aider un petit peu à expliquer notre position, et nous en étions contents. Et donc, depuis lors, on a continué à se parler peut-être une fois tous les ans ou tous les 2 ans. Je le connais aussi à travers Économie et Entreprise. C'est Hassan Alaoui qui imprimait chez nous. Et donc, moi, j'ai eu le privilège de le lire, son ouvrage, dès sa publication. Dès qu'il est sorti, il m'a envoyé en dédicace. Et je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt parce qu'il traitait d'un sujet peu connu. Tout le monde sait qu'il y a le lobbying aux États-Unis et qu'il y a de grosses sociétés de lobbying et qu'elles influencent. Il y a aussi des sociétés de lobbying à Bruxelles. Ça veut dire qu'on arrive à une maturité où et aussi c'est un signe de démocratie, puisqu'on va essayer d'expliquer à des élus qui prennent des décisions qui nous concernent que c'est la bonne ou la moins bonne ou pour tempérer. Mais on ne savait pas toujours que cet exercice-là était possible ou était faisable, existait au Maroc. Et donc en lisant son ouvrage, je découvrais qu'on avait aussi une sorte d'affaires publiques, de cabinet qui explique, qui plaide, parce que c'est toujours une plaidoirie, j'imagine, et je dis ça comme ça, qui essaye d'éclairer. Et ceci, pour moi, est d'autant plus intéressant et utile que dans beaucoup de pays, un parlementaire ou un élu a avec lui une équipe de gens qui le conseillent, qui lisent pour lui, parce qu'aujourd'hui, il va voter une loi sur la procédure pénale, demain une loi sur l'énergie atomique, après-demain une loi sur les courses de chevaux, et il n'est pas encyclopédique, donc il est entouré de conseillers. Malheureusement, au Maroc, les élus sont seuls, et même lorsqu'ils sont bien payés, ils ne recrutent pas. Et donc, un cabinet d'affaires publiques, d'explication, de pédagogie, peut avoir un sens dans notre démocratie. Je n'en dis pas plus. Je salue notre ami Thomas Brun, qui a aussi à un moment donné collaboré avec nous pendant longtemps. Je me rappelle de Cravate Club, etc. Et donc, nous sommes vraiment ici en famille. Je vous souhaite une très bonne écoute de notre ami Hatim Benjelloun et Thomas Brun. Et je m'empresse de te céder le micro. Merci beaucoup. Merci, M. Haitami. Bonsoir. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue, de vous remercier pour votre présence. J'ai le plaisir d'animer cette rencontre littéraire autour du livre de Hatim Benjelloun, donc Affaires publiques au Maroc. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit, mais c'est un vrai sujet. C'est un sujet très important, je trouve, surtout dans le Maroc d'aujourd'hui, qui vit des transformations économiques et sociales majeures. Donc c'est important aussi d'aborder les dynamiques des affaires publiques au Maroc pour, d'une part, les démystifier, et puis pouvoir échanger avec quelqu'un qui les pratique au quotidien. Alors c'est un point également important, puisque on va se tutoyer, Hatim, on a travaillé ensemble, on se connaît depuis longtemps. C'est important également de pouvoir challenger aussi l'auteur de ce livre. Je compte sur vous également pour poser quelques questions d'ici quelques minutes. Il y a énormément de choses à dire dans ce livre, il est très riche. D'ailleurs, je mets le chrono tout de suite pour éviter qu'on ait de monopoliser la parole tous les deux et de pouvoir très rapidement vous la donner.
Hatim, je te présente en quelques mots. Je m'appuie sur le 4e de couverture de ce très beau livre d'ailleurs. Hein. Je te félicite pour aussi la mise en page et la couverture. C'est important, c'est un vrai objet aujourd'hui à l'heure du digital d'avoir des ouvrages aussi papier. Et je salue aussi les imprimeries. Hatim, tu diriges le cabinet Public Affaires and Services depuis 2008. C'est un cabinet spécialisé dans les affaires publiques. Donc c'est aussi la légitimité que tu portes aujourd'hui. Tu es diplômé en sciences politiques de l'Université de Bordeaux. Tu as 2 masters en sécurité globale et intelligence économique. Et tu as déjà publié un essai en 2021 qui s'intitulait « Le Maroc, c'est l'autre ». On apprend en 4e de couverture également que depuis une vingtaine d'années, tu pratiques les métiers de la communication stratégique, du lobbying et de l'intelligence économique. Le lobbying, le mot est lâché en 4e de couverture. Est-il caché derrière le titre qui, lui, évoque plutôt les affaires publiques? C'est un vrai sujet qu'on va évoquer. Le mot lobbying, il est connoté, il fait parfois peur, il est empreint de fantasmes que tu évoques dans le livre. Et le fait qu'il ne soit pas dans le titre, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'aimerais qu'on évoque ensemble. Le fait qu'il apparaisse quand même en 4e de couverture pour intriguer, ça, je pense que c'est aussi une logique de communication, on en parlera. Et pourtant, c'est bien de lobbying qui est question dans ce livre, qui est tout à la fois autobiographique, parce que derrière ce titre, Affaires publiques au Maroc, il y a également Esquisse de vie. Donc il y a une vraie dimension autobiographique que je trouve vraiment intéressante, moi, parce que c'est aussi une trajectoire biographique que la tienne. Et ces affaires publiques que tu pratiques et qui sont également abordées d'un point de vue très didactique. On apprend beaucoup de choses. Tu offres une vision aussi d'une lecture politique du Maroc, on va dire de la dernière décennie, que j'ai trouvé extrêmement intéressante à travers des portraits de décideurs qui ne sont pas nommés, mais qu'on peut deviner parfois. Et c'est tout ça que je voudrais qu'on aborde aujourd'hui. Alors, je t'ai un peu tendu la perche à Tim. Première question, pourquoi ce livre? Pourquoi le lobbying? Est-ce que c'est une confession? Est-ce que c'est de la démystification? Est-ce que c'est un plaidoyer? Merci Thomas, merci à tous, merci d'être venus, merci Groupe Le Matin, c'est Mohamed Ali. Je suis très content d'être ici parce que tout simplement et surtout dans un lieu symbolique qui est la CGF, qui est donc une confédération et qui, dans ses missions, a pour vocation de promouvoir et de défendre les intérêts de ses membres. Donc ça, c'est le principe de n'importe quelle fédération, association, donc le lieu est symbolique et je suis content de venir parler de mon livre ici. Alors ta question, pourquoi ce livre? C'est très difficile d'y répondre parce que écrire un livre, on va dire que c'est un rituel qui appartient à son auteur, qui peut démarrer par un sujet d'écriture et qui peut se terminer par un tout autre sujet. Pour être complètement transparent, le démarrage de ce livre n'était pas du tout un ouvrage dédié au lobbying, aux affaires publiques. Je me suis lancé à écrire un roman où il était question de créer un environnement imaginaire où j'allais m'inspirer de mon expérience, de certaines missions, de certains projets sur lesquels j'ai travaillé pour construire une histoire complètement inventée ou imaginée. L'exercice fut, je l'avoue, très difficile. Je pense que pour écrire un roman, il faut beaucoup de temps, il faut de l'expérience, il faut vraiment être un véritable écrivain. Tout le monde ne peut pas écrire un roman. Et au fur et à mesure de l'écriture, quand je suis arrivé à une vingtaine de pages, je me suis rendu compte que de manière très égoïste et très égocentrique, je parlais de moi en fait. Je me suis dit, finalement, je suis en train d'écrire sur moi-même, de mon vécu, de mon expérience, pas seulement professionnelle. On finit en écrivant par parler de soi. Et au final, j'aime bien le dire, et je suis pas l'inventeur de l'expression, c'est Montaigne qui le disait, on n'écrit pas un livre, c'est le livre qui vous écrit. Au moment où on commence à écrire, lorsqu'on finalise son livre, on est une autre personne, on raconte, on découvre de nouvelles choses, et c'est ce qui est arrivé à travers, on va dire, c'est ce qui est arrivé avec cet ouvrage. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion peut-être de démystifier un métier au lieu de faire un livre strictement technique ou académique pour parler des affaires publiques, du lobbying et parler de méthodes, etc. Je pense que
des ouvrages comme cela, il y en a des centaines. Je me suis dit, c'est peut-être intéressant de se mettre un peu à nu, et je pense que ça apporte ce petit croustillant qui intéresse le lecteur, et ça donne une dimension un peu plus, ça donne un peu plus de profondeur à la dimension professionnelle, parce qu'il y a une personne derrière, avec son vécu, avec son intimité, avec ses fragilités, donc c'est aussi un exercice d'introspection, parce que on parle pas, enfin, je ne parle pas seulement de mes réussites, je parle également de certains doutes, certains échecs. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la bonne approche pour pouvoir attirer ou attiser la curiosité de n'importe quel lecteur. Et en même temps, j'en profite pour faire passer mes messages de sensibilisation autour du métier des affaires publiques ou du lobbying, comme tu le dis, Thomas. Alors, tu parles de démystification, parce que tu pars d'un postulat, et dès la première phase du livre, tu le rappelles, on l'a dit tout à l'heure, le mot lobbying est très connoté, il est plein de fantasmes. Je me permets de lire la première phrase du livre, hein, tu joues carte sur table avec un style qu'on pourrait évoquer, c'est un vrai ouvrage littéraire. Sans que l'on puisse aisément l'expliquer, certains termes entraînent ce parfum tenace de crasse. Climat de gêne ou de suspicion à leur simple mention, et sur le mode d'une évidence qui ne se discute pas. Tu poses un peu les termes vraiment du mot lobbying, tu vas fort, un parfum tenace de crasse. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme de lobbying et quelle est quelque part, toi, ta définition et comment tu souhaites démystifier finalement cette discipline? Je démarre avec, enfin, je fais que résumer un peu de manière lyrique et un peu satirique tout le fantasme qu'il y a autour du lobbying et qui finalement s'est construit à travers le cinéma. Parce que véritablement, le lobbying tel qu'on le découvre à partir du Maroc, c'est ce qu'on voit dans les films, et notamment les films américains. Et en parallèle, et avec le temps, sur ces 30-40 dernières années, on découvre le mot lobbying quand il y a des scandales. Donc c'est quand il y a on appelle une bulle médiatique qui éclate autour d'un sujet, on peut se retrouver avec un article où on aura 10 fois le mot lobbying pour parler du sujet, parce qu'il y a des grosses entreprises qui ont manœuvré ou qui ont mis en place un certain nombre de méthodes ou d'actions qui n'étaient pas éthiques ou pas morales. Donc c'est généralement à travers ce prisme qu'on parle du lobbying ou qu'on découvre le lobbying. Donc c'est normal qu'il y ait tous ces a priori et tous ces préjugés. Donc je démarre avec ça, ce qui est, à mon sens, une réalité qu'on ne peut pas réfuter. Et ça existe. C'est-à-dire qu'encore une fois, l'inspiration des films, c'est pas seulement du cinéma, c'est que les films s'inspirent aussi parfois de faits réels. Les scandales qu'il y a aujourd'hui dans le monde et où des grandes entreprises sont trempées, c'est aussi des faits. Hein. Il y a même des entreprises qui sont condamnées, parfois en centaines de millions de dollars ou même en milliards de dollars. Donc il y a quelque chose on va dire, de pernicieux qui existe dans le terme lobbying. Moi, j'utilise le terme affaires publiques, pas parce que je ne veux pas, je veux m'éloigner du terme lobby, c'est que tout simplement le lobbying au Maroc n'existe pas en tant que tel. Parce que le lobbying, je considère que c'est un métier en bonne et due forme, avec ses règles, avec son cadre, avec sa législation, avec sa profession, avec ses consultants, etc. Ça existe à Bruxelles, enfin dans les pays européens, ça existe aux États-Unis, etc. Donc parler de lobbying au Maroc, c'est un peu, je veux dire, c'est tricher un petit peu. Par contre, les affaires publiques, c'est un terme un peu plus générique qui consiste tout simplement à dire qu'il y a aujourd'hui un métier qui peut se pratiquer, qui consiste tout simplement à créer des passerelles de dialogue, de concertation, de discussion, de communication entre le secteur privé, les entreprises marocaines, et la sphère publique, donc la sphère publique dans toutes ses dimensions, l'administration,
le gouvernement, le Parlement, les autorités locales, etc. Et dans une certaine mesure, la société civile. Donc, le terme affaires publiques, si j'étais un journaliste, j'aurais écrit ce livre, j'aurais mis le terme lobbying dans le titre. C'est plus attractif et ça suscite plus de curiosité. Mais j'ai voulu être très juste et très honnête avec moi-même. Le métier de lobbyiste ou de lobbying n'existe pas en tant que tel. Ce sont avant toute chose des affaires publiques. C'est tout simplement comment créer ce lien entre on va dire deux mondes qui s'ignorent, qui parfois s'opposent, qui parfois sont dans une logique de méfiance, de défiance. Et c'est là où, et c'est dans on va dire, dans cet environnement-là, que je gagne mon pain. Merci Hatim. Tu l'as dit, il n'y a pas de cadre au Maroc. On pourra l'évoquer peut-être tout à l'heure. Sans doute as-tu des idées. Sans doute est-ce aussi un sujet de lobbying au Maroc que de faire émerger un cadre législatif, en tout cas tel qu'il peut exister à Washington ou à Bruxelles. Moi, il y a une phrase que j'aime bien dans ton livre que je me suis permis également de garder, de mettre de côté. C'est ta vision quelque part du métier qui englobe ça, mais qui englobe aussi des thématiques importantes telles que l'éthique, la déontologie. Tu dis « Je souhaite impliquer mes clients dans la décision publique ». Bon, si on s'arrête là, on peut dire oui, ça ouvre la porte à des pratiques qui pourraient être un petit peu mal bornées, on va dire. Mais tu rajoutes de la manière la plus intelligente et la plus noble. Alors là, on pourrait dire que tu passes un peu, enfin, tu mets la barre haute quelque part. Dans la réalité, Hatim, quand tu pratiques ton métier, quand tu es sollicité par des entreprises, par des organisations professionnelles, est-ce que cette vision-là, elle est partagée par tes clients ? Est-ce qu'ils viennent eux-mêmes avec l'idée que tu vas pouvoir les aider à manipuler, que tu vas les aider à pouvoir obtenir des faveurs? Ou est-ce qu'ils ont eux aussi cette approche assez noble du métier, bien qu'il soit assez peu connu et assez peu réglementé? Bon, alors déjà, des clients qui vont venir ou d'entreprises pour me demander d'aller chercher des faveurs ou à manipuler, je pense que la plupart me connaissent. Je les renvoie très gentiment et très poliment chez eux. C'est déjà arrivé, hein, bon, de manière très, très courtoise. Parfois, justement, certains cherchent à utiliser le métier pour des pratiques, on va dire, pas très éthiques, mais c'est vraiment une minorité, c'est à la marge. Les entreprises qui font appel à un cabinet pour pouvoir les accompagner dans leur démarche de lobbying, d'influence ou d'affaires publiques, c'est des entreprises qui justement ont pris conscience qu'il est important d'organiser, de structurer, de mettre de la méthode, et justement qu'il n'y a plus de place pour l'improvisation, et que ce n'est plus le carnet d'adresses, ce n'est plus les amitiés, ce n'est plus les faveurs qui peuvent faire tourner une entreprise ou qui peuvent faire tourner un secteur. C'est que derrière, il y a toute une stratégie à mettre en place, et il faut, dans certains cas, être accompagné. Intelligemment et de la manière la plus noble, intelligemment, c'est ce que j'ai dit, c'est le volet stratégique, tactique, c'est-à-dire quelle est la vision, comment on va opérer, et sur le plan tactique, c'est vraiment sur le terrain, quels sont les moyens qu'on va mettre en œuvre pour atteindre nos objectifs, ou les objectifs qui sont définis par l'agenda des autorités et de l'entreprise. Donc, je ne pense pas qu'aujourd'hui, en tout cas les entreprises marocaines, pour la plupart, les petites, moyennes ou grandes, ont compris que les choses ne fonctionnent plus comme il y a quelques décennies où ça se faisait par carnet d'adresses. C'est le répertoire du patron qui lui permet d'accéder à tel ou tel décideur public qui peut lui faciliter un certain nombre de choses. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus institutionnalisées. Il faut mettre les formes, il faut un protocole, il faut comprendre les coutumes, les us habitus de l'administration. Je démystifie aussi la toute-puissance que pourrait avoir un décideur public. On a parfois, et de manière, bon, c'est un biais cognitif, mais on a souvent tendance à donner beaucoup plus de pouvoir ou de puissance à un décideur qu'il n'en a, finalement, parce que, je prends l'exemple d'un ministre. Un ministre, il a une administration, il y a un secrétaire général, il y a des directeurs centraux, un ministre est affilié à un parti politique, il a son propre environnement.
Donc, il ne faut pas penser qu'aujourd'hui, parce qu'on connaît un ministre, ou parce qu'on est proche, parce que c'est un ami, qu'il va vous ouvrir toutes les portes. Il a tout un écosystème à gérer. Et cet écosystème-là, si le client ne le comprend pas, ne le maîtrise pas, ne le décrypte pas, et s'il rate le parcours, ben, son carnet d'adresses ne sert absolument à rien. Donc c'est là tout l'intérêt des affaires publiques, c'est de donner aussi cet éclairage et ce décryptage pour dire que voilà, aujourd'hui, il y a des administrations qui fonctionnent avec des règles, et ces règles, plus on les respecte, et mieux on a de chances de faire aboutir son plaidoyer et de réellement défendre ses intérêts. Alors, tu expliques effectivement qu'il y a une méthodologie, tu dis à un moment donné, j'exerce ce métier au sens le plus fort, c'est-à-dire que ça repose sur des méthodes, ça repose sur des approches qui sont bien définies. Je reviendrai sur le côté critique quand même, qu'on l'a un peu balayé, mais je pense que c'est important aussi de l'évoquer, de lui donner aussi sa juste place. On se doit d'être exigeant à partir du moment où ça touche aux affaires publiques, justement. Mais pour rester sur le Maroc et ce que tu viens d'évoquer avec les relations que tu peux avoir avec les clients, dans ton livre, tu donnes pas mal d'exemples, en citant pas toujours les entreprises, mais quel est pour toi l'exemple le plus emblématique d'une bonne démarche qui a abouti, tant qu'à faire, et qui permet d'expliquer un petit peu à la fois les rouages de la décision publique, mais également la bonne approche? Oui, bon, je cite, c'est vrai, plusieurs exemples. L'exemple le plus marquant et qui illustre, les propos que je viens de dire sur l'aspect stratégie, vision. C'est l'histoire des jetons de peinture. Donc très brièvement, les jetons de peinture, c'est des jetons qu'on pouvait trouver dans des pots de peinture et qui étaient intégrés par les industriels, qui était une pratique marketing qui était complètement légale, qui était introduite dans les années 80. Et en fait, de manière assez naturelle, mais aussi un peu vicieuse, ce jeton qui avait une valeur de 10 dirhams au départ et qui était destiné au peintre, quand il ouvrait le pot, il avait un petit jeton de 10 dirhams. Parfois, c'était des pinceaux. Enfin, il avait le droit à un petit cadeau. Ben, avec le temps, et jusqu'à 2019-2020, ben, on pouvait retrouver dans des pots de peinture des jetons qui étaient équivalents à 50% du prix du pot de peinture. C'est-à-dire un pot de peinture de 400 dirhams, vous pouvez trouver un jeton de 200 dirhams. Donc c'était une manière détournée on a utilisé le terme, de corrompre le peintre, et qui va nécessairement aller utiliser la marque où il y a le jeton qui a le plus de valeur, au détriment de la qualité, au détriment du besoin du consommateur, etc. Il y avait même des pratiques on a découvert des choses incroyables. On pouvait même avoir des peintres qui avaient besoin de 5 pots de peinture et qui pouvaient dire au consommateur final, ben, vous avez besoin de 10 pots de peinture, uniquement pour aller récupérer les jetons, et les autres pots, il va les verser, il va aller les jeter. On avait même calculé le jeton en 2020 représentait près de 500, c'est-à-dire circuler sur le marché tous les ans une valeur de près de 500 millions de dirhams de jetons. C'est énorme. Et on pouvait, sur certaines localités, le jeton, on pouvait même aller s'approvisionner chez le boucher, chez l'épicier, etc. avec le jeton. Donc il y a des opérateurs de peinture qui souffraient de cette pratique, qui ne voulaient pas la mettre en place, parce qu'ils pouvaient jouer le jeu aussi, hein, et aller dans la surenchère. Il y avait des opérateurs, les multinationales ont tout simplement fermé la porte, ont quitté le Maroc, parce qu'elles ne pouvaient pas du tout se lancer dans ce type de pratique. Et d'autres opérateurs ont décidé, on va dire, de s'opposer ou d'arrêter la pratique. Elles ont eu beaucoup de mal, et justement, elles ont adopté une posture ou une stratégie pendant près de 2 ans qui finalement n'a pas fonctionné, alors que naturellement, on pourrait penser que c'est la bonne posture. C'est-à-dire qu'ils se sont dit que c'était une pratique qui contrevenait à un secteur tout entier, un secteur industriel, donc qui compromettait sa compétitivité, qui compromettait les emplois du tissu industriel,
qui empêchait le développement et la croissance du tissu industriel dans sa globalité, la compétitivité à l'international, donc des arguments très factuels, chiffrés, économiques, etc. Et les opérateurs ont fait le tour de toutes les administrations, Conseil de la concurrence compris, Conseil de la concurrence qui a sorti un rapport en faveur de ces industriels de peinture qui s'opposaient aux jetons, etc. Mais rien ne bougeait, absolument rien. Et suite à après cela, on a organisé un workshop pour voir comment, un séminaire entre nous pour voir comment on pouvait changer notre approche, etc. Et au final, on est arrivé à dire finalement, on devrait peut-être, enfin, on avait des signaux qui nous disaient on devrait peut-être orienter notre discours sur le consommateur, c'est-à-dire que subit le consommateur à travers cette pratique. Et on a construit tout un plaidoyer, un argumentaire, avec des chiffres à l'appui, c'est-à-dire ce que perd le consommateur, quelles sont, on va dire, toutes les atteintes que pouvait subir le consommateur à travers cette pratique, lorsqu'il allait dans un supermarché, lorsqu'il achetait son pot de peinture, le parcours du consommateur avec le peintre, comment ça se passait. Et en fait, on a construit toute une histoire où le consommateur était le dindon de la farce, c'est comme ça qu'on dit. Et donc on a complètement changé notre argumentaire. Deux documents complètement différents, on ne parlait plus d'emploi, on ne parlait plus de compétitivité, on ne parlait plus de tout ça. D'ailleurs, je me souviens, un ancien ministre, quand on avait parlé de ça à un ancien ministre, et je pense que c'était légitime, il s'est tourné vers les opérateurs, il leur avait dit, écoutez, vous me parlez d'un sujet, mais c'est un sujet qui vous concerne vous. C'est pas à moi de vous régler le problème, réglez-le vous-même. Et donc là, deuxième approche, consommateur, argumentaire, on rencontre le ministre du Commerce et de l'Industrie de l'époque. Ça a fait tilt direct, c'est-à-dire qu'on a utilisé le terme consommateur, on a expliqué tous les impacts tous les impacts sur le consommateur, ça a fait tilt direct. Le ministre en question, on peut le citer, c'est Moulay Alami. En l'espace de 3 semaines, il a arrêté une pratique de 30 ans. Ça s'est fait de manière instantanée. Toutes les équipes se sont mobilisées en l'espace de 1 mois pour pousser tous les opérateurs à arrêter cette pratique, sachant que ces opérateurs, pour arrêter la pratique, c'est très complexe, mais il ne leur a laissé aucune chance, il leur a laissé un délai de 3 mois pour récupérer tous leurs jetons et assainir le marché. Donc c'était un exemple vraiment, je l'ai vraiment résumé, hein, c'était un travail en tout et pour tout de 3 ans, mais au final, le problème s'est réglé en 3 semaines parce qu'on a complètement changé de discours, alors que ce même discours avait déjà été porté aux équipes du ministère, à son cabinet et au ministre lui-même. Donc tout ça pour dire que ce n'est pas seulement une question de connaissances, je répète encore, de carnet d'adresses ou d'emploi, ou de venir dire moi je suis un grand employeur donc j'ai tous les droits parce que j'ai 1000 employés, 2000 ou 3000, donc l'État doit se soumettre à ma volonté. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut trouver le bon angle d'attaque, la bonne approche, les bons éléments de langage pour convaincre. C'est une étude de cas géniale. Je ne sais pas si j'ai des étudiants qui sont venus finalement, mais je la reprendrai en cours parce que c'est toujours difficile d'expliquer aux étudiants les bonnes pratiques. Eux aussi ont vu les films américains et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de donner des vrais exemples. Et celui-là, il est au Maroc, il est dans un secteur important. Et j'ai envie de dire qu'à la fin, c'est les gentils qui gagnent, puisque le consommateur n'est plus lésé, n'est plus le dindon de la farce. Presque trop beau pour être vrai, mais en tout cas, ça illustre. J'imagine que ce n'est pas toujours aussi, j'allais dire simple, non, mais aussi limpide dans la démonstration. Justement, c'est une problématique qui était sectorielle. On est dans une confédération. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à mettre en place? Parce que ce que j'ai remarqué en lisant ton livre, c'est que parfois aussi, vous êtes un peu les pompiers de service, on va dire. On a attendu d'avoir le problème pour commencer à réfléchir et on se dit, après coup, on aurait dû anticiper, on aurait dû mettre en place une veille, on aurait dû mieux lire la loi de finances, en tout cas quand elle se préparait. Je trouve que c'est peut-être intéressant et on pourra échanger ensuite sur les pratiques qui peuvent se faire au niveau de
des entreprises membres de la CGEM et de la CGEM elle-même. Quel conseil tu peux donner finalement pour ne pas être pris de court et avoir une démarche peut-être proactive? Je ne veux pas tomber dans l'académique et dire quels sont les outils ou la boîte à outils, les affaires publiques ou du lobbying. Je pense que c'est un état d'esprit, une culture qu'il faut intégrer aujourd'hui. Parce que bon, les outils, c'est simple, tu les as cités, hein, c'est être proactif, anticiper les lois qui arrivent, les réglementations. On ne va pas négocier une loi de finances au mois de septembre, au mois d'octobre. C'est tellement évident, mais tous les ans, c'est pareil. Tous les ans, alors que la loi de finances, en tout cas le projet de loi de finances, est déjà prêt au mois d'avril. Donc, il y a même des anticipations parfois dans les discussions avec l'administration. Ils peuvent même vous donner une visibilité sur les 3-4 ans qui arrivent, sur les lois de finances qui arrivent sur les 3-4 ans. Donc, tout ça, pour moi, c'est du bon sens. Maintenant, après, on va dire que les entreprises font ce qu'elles peuvent avec les moyens, les ressources qu'elles ont. Elles ont parfois un peu la tête dans le guidon parce qu'elles sont complètement concentrées sur leur activité. Elles cherchent avant toute chose à faire fonctionner leur entreprise avec toutes ces dimensions, toutes ces difficultés. Donc c'est vrai que sortir la tête de l'eau pour voir ailleurs et se dire que les menaces, c'est pas seulement ses concurrents ou les concurrents étrangers ou les concurrents au niveau local, mais que les menaces peuvent venir des lois et des réglementations. C'est une mentalité qu'il faut changer en interne. Donc aujourd'hui, les multinationales l'ont compris il y a des années. C'est-à-dire dans toutes les multinationales, vous avez toujours normalement un département dédié aux affaires publiques, aux affaires gouvernementales. Vous avez au moins une personne qui est là et qui est présente au sein de l'entreprise et à l'extérieur pour suivre ce qui se passe et mettre en place tous les outils pour éviter que l'entreprise se retrouve dans des situations d'urgence ou de crise. Certaines grandes entreprises s'y mettent, mais ça reste une minorité. Maintenant, tu parles de la CGEM est l'organe par excellence pour faire ce travail. Maintenant, la CGEM toute seule ne peut rien faire. La CGEM, c'est une grosse fédération, donc c'est une machine qui est assez lourde. Elle ne peut pas traiter de tous les sujets, de toutes les problématiques, de tous les secteurs, dans tous les détails. C'est impossible. Tous ceux qui croient ou qui pensent que la CGEM peut les aider à tous les niveaux, se leurrent. Il faut un soutien de la part des entreprises à la CGEM pour faire en sorte que leur plaidoyer ou leur cause puisse devenir une priorité au sein de la CGEM. C'est-à-dire qu'il y a un plaidoyer à mener en interne auprès d'organisations comme la CGEM pour faire en sorte que ça devienne une priorité. La CGEM, je sais que d'ailleurs, elle envoie souvent des consultations pour demander, avant le PLF, pour demander à toutes les entreprises de tous les secteurs quelles sont leurs demandes, quelles sont leurs revendications, leurs recommandations sur leur secteur, etc. La majorité ne remplissent pas ce questionnaire ou le remplissent de manière, on va dire, très légère, alors qu'il faut le prendre au sérieux. Donc c'est un état d'esprit, c'est une culture en interne qu'il faut implémenter, notamment au sein du management, des directions générales, des présidences. Généralement, les départements d'affaires publiques sont souvent liés à la direction générale ou au PDG directement. Donc c'est avant toute chose question de mentalité. Question de mentalité et aussi de budget, hein, ça fait partie de la communication, et chaque fois qu'on va parler de communication, alors quand c'est de la communication au jour le jour, on comprend que ça a un coût. Là, on parle d'anticiper, de prendre les devants. C'est un peu comme quand on veut préparer de la com de crise, on explique toujours qu'il ne faut pas s'y prendre au dernier moment, on doit avoir des choses prêtes. Comment tu évoques cet enjeu qui a un coût si on ne l'anticipe pas, mais qui a aussi un coût quand on l'anticipe? Ça me permet aussi de rappeler que c'est un vrai livre avec un vrai style. Je ne peux pas m'empêcher quand même de citer un passage que chacun appréciera, mais tu dis que les consultants sont les prostituées du cerveau. Donc quand on a quelque part, c'est un vrai bouquin aussi littéraire, hein, c'est pour ça que c'est pas qu'académique, et si j'ai pu être un peu académique jusque-là, je veux aussi mettre en avant le fait que c'est un vrai bouquin qui se lit comme un roman, avec un auteur qui est bien présent et qui a son style à lui. Je te tends aussi la perche par rapport à ça.
tu es aussi quelqu'un qui va parler argent, qui va parler budget, face à des gens qui ont toujours on va dire, des bourses un peu resserrées. Comment faire prendre conscience finalement qu'il y a un rapport budget et efficacité qui n'est pas neutre? Je sais pas, j'invente rien, c'est-à-dire plus on met les moyens pour atteindre son objectif, plus on se donne les chances d'y arriver. Maintenant, on est sur des sujets qui relèvent souvent qui relèvent de la réglementation, de la législation. D'ailleurs, je le répète dans le livre, il faut savoir que la législation et la réglementation ne se négocient pas. La loi est souveraine. Souveraine, c'est un sens fort, c'est-à-dire que l'État, lorsqu'il légifère, il n'est pas là pour négocier post-législation. Par contre, il y a la discussion avant la réglementation ou la législation. Et ça, bien évidemment, et généralement, les administrations, le gouvernement, l'État, de manière générale, ouvrent des concertations et des consultations. Maintenant, si on a une cause qu'on souhaite faire porter et avoir le plus d'impact, il faut mettre les moyens. On ne peut pas vouloir... Je donne un exemple, on ne peut pas vouloir demander des exonérations fiscales ou faire des levées de barrières, ou plutôt demander des protections douanières pour son secteur, avec des cure-dents, avec 2 francs 6 sous. C'est impossible, ça ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire qu'il faut faire un travail de réflexion, il y a un plaidoyer à construire, parfois il faut travailler avec les médias, il faut donc à toute campagne de sensibilisation, il faut travailler parfois avec la société civile lorsque notre secteur touche le grand public. Il y a parfois aussi des consultants à rémunérer, ça peut être des consultants juridiques, ça peut être des consultants dans la stratégie, des consultants comme moi, etc. Il faut aussi du temps, c'est-à-dire qu'il faut être capable de mettre les moyens sur la durée. Ce n'est pas une question de quelques mois, ce n'est pas 2 ou 3 mois. On ne règle pas ces problèmes en 2 ou 3 mois. Ça peut durer 1 an, 2 ans, voire 3 ans. Donc il faut être prêt et être capable d'être visionnaire, c'est à dire les moyens que je suis en train de mettre, c'est pour changer les choses, pas pour demain, mais pour les 2 ou 3 prochaines années qui arrivent. Voilà, et aujourd'hui, une entreprise, ça peut se comprendre, parfois, il y a un arbitrage qui se fait, il y a des budgets qui vont plus aller dans la com, dans le marketing, ou dans d'autres, ou peut-être dans le tissu productif, dans les machines, et un peu moins dans les affaires publiques, parce que ça reste, et encore une fois, ça reste encore un peu abstrait. Mais voilà, moi aujourd'hui, dans mes échanges, mes discussions, et parfois je vais même très loin, c'est-à-dire que j'étudie le coût de la non-action. Et ça peut être parfois démontré très facilement, parce que le client lui-même vient exprimer ce que ça lui coûte, cette nouvelle norme, cette nouvelle réglementation, lui-même vient l'exprimer. Donc si on le chiffre, on lui dit au final, dans 2 ans, 3 ans, voici l'addition. Donc on ramène ça à la proportion du budget à mettre pour pouvoir défendre sa cause. Alors on peut gagner comme ça peut aboutir comme ça ne peut pas aboutir. Mais si on met les moyens et on se donne les efforts, il n'y a pas de raison pour que ça n'aboutisse pas. Merci. Je vais avoir une dernière question avant de donner la parole au public. Je voulais qu'on revienne un peu sur la critique. En lisant ton livre, en fait, je me suis rendu compte que, certes, dès le départ, tu poses un peu ce que tout le monde pense du lobbying, en tout cas dit, c'est un peu caricatural, c'est vrai, mais la critique telle que tu la reprends, elle est un peu caricaturale aussi. Tu vas un petit peu, tu l'appelles le ricaneur, celui qui va vouloir toujours critiquer le lobbying, expliquer que il va estimer que l'essence même du lobbying finalement est négative. Mais est-ce que c'est pas un peu tomber aussi dans la caricature inverse de dire finalement ceux qui critiquent le lobbying, ils n'ont rien compris, et comme partout, il y a peut-être tu l'as dit, des salopards, comme partout, il y a des mauvaises pratiques. Mais est-ce qu'on ne se doit pas d'être plus exigeant avec les lobbyistes, avec ceux qui pratiquent ce métier, en sachant qu'ils peuvent influencer d'une manière parfois pas toujours très éthique les fondements même de la démocratie, de ce qui va aboutir à des lois, ce qui va aboutir à des arbitrages. Alors que parfois, à un moment donné, tu compares aux influenceurs, les youtubeurs, tu dis, eux, ils influencent beaucoup plus de gens, avec un impact parfois plus fort, et une déontologie absente, c'est-à-dire que personne ne s'offusque des partenariats, de l'opacité, mais quelque part, un youtubeur fera peut-être un peu moins de mal, on va dire,
à la démocratie que les lobbyistes qui, on l'a vu quand même, tu l'as dit aussi toi-même, c'est pas que des films américains, c'est aussi des vrais documentaires à Bruxelles, à Washington. Je vais pas tomber dans le cliché, mais oui, les lobbies du tabac, les lobbies des armes. On a l'impression qu'en le disant, on retombe un peu là-dedans, mais il y a quand même une réalité, il y a quand même un regard critique, une exigence à avoir. Est-ce que c'est pas important aussi de reconnaître ça, de reconnaître, de dire qu'il y a cette exigence peut-être qui est plus forte que dans d'autres métiers? J'ai envie de dire que le lobbyiste, c'est un peu le médecin, quoi. Un médecin qui respecte pas l'éthique médicale, on va pas lui pardonner. Alors que dans d'autres métiers, il y a des écarts, on sait qu'ils peuvent arriver, on les pardonnera plus facilement, alors que le lobbyiste, il est peut-être plus du côté du médecin. C'est ce que je précise, c'est que le lobbying est un métier qui est par nature s'opère dans la discrétion. Pourquoi dans la discrétion? Parce qu'on discute de sujets qui sont parfois, je ne veux pas dire sensibles, mais qui sont critiques, qui sont complexes, qui sont sophistiqués, et que ça devienne public, ça impacte même les discussions et même les résultats qu'on souhaite avoir. Donc, et je pense que c'est dans n'importe quel, on va dire dans n'importe quel environnement de négociation, la discrétion est une clé de réussite. Je ne suis pas d'accord, Thomas. Moi, je considère justement que les affaires publiques et le lobbying est un métier qui peut aider à construire les fondamentaux d'une démocratie. Maintenant, bien évidemment, il faut des règles, il faut une déontologie, il faut une éthique. C'est pour ça qu'il faut structurer le métier, il faut lui donner une véritable identité institutionnelle et juridique, comme les avocats. Aux États-Unis, ce sont les avocats qui font du lobbying. En France, ou dans le monde européen de manière générale, ce sont les communicants qui font du lobbying. C'est deux manières totalement différentes de voir les choses. Le monde latin est plus dans l'influence et la com, alors que dans le monde anglo-saxon, on est plus dans le volet purement juridique et on est dans le droit. Pour revenir aux influenceurs, je pourrais dire la même chose, pas seulement les influenceurs, mais est-ce qu'aujourd'hui, notre libre arbitre n'est pas impacté à travers ce qu'on regarde, ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, ce qu'on lit dans la presse, ce qu'on regarde dans les publicités? Est-ce qu'au final, ce bulletin de vote qu'on met dans l'urne, est-ce qu'on le met en toute conscience ou est-ce qu'on le met parce qu'on a été d'une manière ou d'une autre manipulé? Est-ce pour autant qu'on va interdire la publicité ou interdire les réseaux sociaux ou la presse? Non. Mais il y a des règles qui régissent ces secteurs-là et qui font qu'elles peuvent fonctionner et continuent quand même à protéger le consommateur et les personnes qui regardent. Sauf peut-être les réseaux sociaux, qui aujourd'hui est un grand débat où on peut trouver tout et n'importe quoi et où on peut se retrouver influencé et même jusqu'à en perdre sa lucidité. Aujourd'hui, ce qui est pas le cas pour le lobbying, il suffit juste de quelques règles à mettre en place pour organiser la profession, organiser le métier et justement éviter... D'ailleurs, les multinationales, dans leur pratique même des affaires publiques, ils ont des systèmes de compliance qui sont extrêmement sévères. C'est parfois même... J'ai eu l'occasion d'avoir des partenaires multinationales. Au final, c'est tellement verrouillé qu'on ne peut plus quasiment rien faire. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas aller s'asseoir avec un parlementaire pour plaider sa cause. Parce que c'est interdit par les règles en interne dans l'entreprise. Donc aujourd'hui, il est temps de démystifier, de dire que le lobbying, ce n'est pas le pire des métiers. Merci Hatim. La discussion est ouverte. Si vous avez des questions, on sera ravis Hatim sera ravi d'y répondre. Je suis très impliqué. Alors, il y a monsieur et ensuite madame. Bonjour tout le monde. Merci pour les deux intervenants. Votre exposé était très très riche. Je ne savais pas, je ne connaissais rien de l'existence de ce lobbying au Maroc, pour le dire franchement, même si j'ai enseigné pendant une quarantaine d'années en économie. Donc c'est très intéressant. Et tout l'expo vient plusieurs choses, je ne voudrais pas m'attarder quand même, mais il y a une question qui m'a interpellé
beaucoup plus qu'il m'a, disons, ne s'est pas posé en termes d'interrogation, parce que j'ai mon point de vue. Cette réticence des entreprises à répondre au questionnaire qui est adressé par la CGM, c'est contradictoire. La CGM représente les intérêts des entreprises au niveau du dialogue social, dans les relations avec le gouvernement. Ils veulent pas. Et les entreprises, c'est la base. Donc c'est une base de données. Ils ne répondent pas. C'est quand même curieux. Est-ce qu'ils ne veulent pas répondre à des questions qui servent leurs propres intérêts? Moi, je ne pense pas que ce soit la raison profonde. Moi, je pense que c'est dû à un certain type de gestion. Je ne sais pas si vous partagez mon point de vue, mais il existe vous savez qu'il y a deux types de gestion, de management. Donc, c'est le management fondé sur le secret, sur la hiérarchie, sur les rapports verticaux, il prédomine beaucoup plus que le management transversal, de la communication, de l'échange. Et l'exemple de la Silicon Valley avec la route aux États-Unis est un exemple très édifiant à ce sujet-là. Donc, finalement, ces gens-là, c'est pas par paresse ou par manque de mauvaise volonté qu'ils ne veulent pas répondre, mais parce qu'ils gardent le secret. Si, par exemple, ils passent à une deuxième étape, celle d'un nouveau type de gestion, ce problème-là sera résolu. Mais tant que c'est toujours ce type de gestion, ils resteront dans le secret. Et bien sûr, quand on reste dans le secret, très souvent, c'est parce qu'on a quelque chose à cacher. Merci. Merci beaucoup. Votre remarque est très, très pertinente parce qu'en effet, c'est une catégorie d'entreprises qui sont dans cette logique. D'ailleurs, je les cite. Il y a une problématique de transparence. Et j'essaie d'inverser les rôles parce que souvent, on reproche aux autorités et aux institutions publiques de ne pas être suffisamment transparentes, de ne pas suffisamment communiquer. C'est le cas aussi de bon nombre d'entreprises qui, justement, et parfois on se retrouve confronté à cette problématique, c'est que j'ai parfois des partenaires, des clients, où on doit construire notre plaidoyer, on doit mettre des chiffres. J'arrive pas à accéder à ces chiffres-là. Donc, et je leur explique, écoutez, vous n'allez pas aller porter votre cause juste avec des histoires que vous racontez, ou des arguments strictement qualitatifs. Il faut qu'on puisse au moins connaître quel est votre chiffre d'affaires, quels sont les montants de vos investissements ou vos emplois. Le pire chiffre qu'on peut demander, c'est vos contributions fiscales. Alors que c'est un chiffre qui est très important. En tout cas, en Europe, les entreprises expliquent à l'État, voilà à quelle hauteur je contribue fiscalement et en termes de cotisation sociale. Donc ça, c'est des chiffres qui sont extrêmement importants dans un plaidoyer, mais on a des difficultés à les avoir. Maintenant, ce n'est pas toutes les entreprises. Certaines entreprises en tout cas ont compris et sont complètement transparentes sur le sujet, mais il y en a d'autres qui sont encore dans cette résistance et cette réticence à partager leurs données. Merci. Il y avait une autre question. Rebonsoir. Merci de m'avoir conforté par rapport à la décision de venir aujourd'hui. Je suis venue pour le titre du livre, donc le choix du titre, je le valide amplement. C'est le lobbying, affaires publiques, c'est vraiment affaires publiques au Maroc qui m'a fait venir. J'étais venue avec un questionnement en me posant la question, est-ce que, j'ai pas encore lu le livre, mais vous m'avez convaincu de le lire, j'étais venue avec la question suivante, est-ce que le livre va adresser l'éthique et la déontologie? Vous y avez répondu. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit évoqué aussi spontanément. Et à ce titre, j'ai une question assez simple, en même temps complexe, question à un expert. Quelle est votre position par rapport au triptyque affaires publiques, lobbying et éthique? C'est vrai que c'est une question simple, mais même la réponse peut être très simple. Pour moi, c'est un triptyque qui se marie très bien. Il y a vraiment, en tout cas, moi, en tant que professionnel, et ça fait près de 20 ans que je pratique, je me questionne même pas. C'est-à-dire que c'est au quotidien un métier pour moi comme un autre, et qui nécessite une éthique comme n'importe quel autre métier. Tous les métiers, en tout cas dans les métiers de service ou dans les prestations intellectuelles, si vous enlevez l'éthique, le métier devient dangereux, quel que soit le métier.
comme je dis, que ce soit la communication, que ce soit la pub, que ce soit les RH, si vous enlevez l'éthique et la déontologie, le métier devient dangereux. Donc les affaires publiques, s'il y a de l'éthique, il y a un respect d'un certain nombre de la confidentialité, la discrétion, le rapport à l'administration, le respect des règles de l'administration. Conflit d'intérêts. Les conflits d'intérêts, bien évidemment. Mais conflits d'intérêts, c'est des choses qui surgissent. Quand il y a un conflit d'intérêts, le nœud apparaît, il n'y a plus aucune solution. Généralement, il n'y a pas de solution. Donc, pour moi, c'est quelque chose de vraiment naturel et je ne veux pas nécessairement tout le temps devoir poser cette question juste pour les affaires publiques ou pour le lobbying. Ça doit se poser sur l'ensemble des métiers. Le journalisme, vous savez, sans éthique, devient très dangereux. Donc voilà. Ma question la plus simple, c'est vrai qu'on peut rentrer un peu plus en profondeur, mais... En tant que déontologue, vous prêchez une convaincue, mais je vais lire le livre et je pense que je vais relancer le débat ultérieurement. On pourra en rediscuter. Merci beaucoup. Bien sûr. Merci. D'autres questions? Salam alaikum. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez bien. Alors, tout d'abord, je me présente. Je suis Saïma Fourali, étudiante au Master Gouvernance et Évaluation de politique publique à l'Université Mohamed Ier d'Oujda. Alors, je tiens à vous remercier fermement pour cette présentation palpable, ainsi ces informations pertinentes, bien organisées, instructives. Donc, entre parenthèses, j'ai suivi un parcours en arabe. Donc, du coup, je ne maîtrise pas parfaitement la langue française. Donc, merci pour votre patience et votre compréhension. Alors, je suis passionnée par les thématiques liées au lobbying et à la gouvernance. Cette conférence m'intéresse particulièrement, d'autant plus qu'elle s'inscrit dans le prolongement de mes recherches académiques. Mon mémoire porte sur la réglementation du lobbying et j'explore comment celle-ci pourrait contribuer à mieux encadrer et professionnaliser cette activité afin de garantir des politiques publiques pertinentes, plus efficaces et efficientes. Donc, dans ce cadre, ma question est la suivante. Dans quelle mesure le Maroc pourrait-il s'inspirer des pratiques internationales en matière de réglementation du lobbying, tout en tenant compte de ses spécificités culturelles et institutionnelles? Autrement dit, comment le Maroc, avec ses potentialités modestes et ses spécificités culturelles, donc on peut arriver à une institutionnalisation et une réglementation des pratiques de lobbying au Maroc. Et je vous remercie encore une fois. Merci. Pas très très bien français. Merci. Merci. Je parle beaucoup moins bien l'arabe que vous le français. Question très académique, mais je vais être factuel. Il y a des règles très simples, quel que soit le contexte, la culture locale, etc. Et on ne va rien inventer. Il y a des règles qui permettent d'assurer la transparence. Et je pense que le Maroc peut le faire et assez aisément et facilement, puisqu'on est un pays de l'administration. On a une excellente administration qui fonctionne très très bien, malgré ce qu'on peut penser. On a de très bons fonctionnaires, de très bons hauts fonctionnaires, et on a des règles de l'administration qui sont très claires. C'est juste que beaucoup d'entreprises ne prennent pas le soin de les consulter et de les lire. Donc, partant de ce postulat, il y a des règles, c'est-à-dire que toutes les institutions publiques, les administrations, il y a des portails on peut créer un portail pour faire en sorte d'avoir un suivi de toutes les interactions qui existent entre le secteur privé et le secteur public. C'est simple, quand vous allez dans un ministère, le monsieur à l'entrée qui prend votre nom, votre carte d'identité, etc., il suffit tout simplement de remettre ça sur une plateforme publique, accessible, pour savoir que tel fonctionnaire, tel parlementaire a rencontré tel opérateur privé à telle date, à telle heure, etc. Rajouter l'objet de la discussion, etc. C'est le minimum de la transparence. Et on n'a rien à cacher. Aujourd'hui, en tout cas, les cabinets ministériels, les administrations accueillent sans problème, avec une grande ouverture, les grandes entreprises, ou les petites entreprises, ou les groupements d'entreprises, ou les fédérations. Donc il n'y a pas de raison pour que ça ne soit pas déclaré publiquement. Ça d'une part. D'autre part,
il faut que des personnes qui pratiquent le métier comme moi puissent avoir une identité institutionnelle. C'est-à-dire, comme un avocat, il faut que moi, je puisse aussi avoir une carte de lobbyiste ou d'affaires publiques. Et pour avoir cette carte-là, ben, il faut respecter un certain nombre de prérequis en termes d'études, en termes de pratiques, de casier judiciaire, de X, Y, Z, qui vont permettre d'obtenir ce statut et me permettre de pratiquer le métier. Donc c'est des règles assez simples qui existent déjà aujourd'hui en Europe, aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est encore beaucoup plus structuré parce que le lobbying est même inscrit dans la Constitution américaine, il est inscrit dans les lois. Il y a des rapports qui sont livrés régulièrement par le Congrès sur toutes les rencontres qui se font entre les lobbies, on les appelle comme ça, entre les lobbies privés et l'administration, donc avec le rapport final, les discussions qui ont lieu, les avis des uns et des autres, etc. Donc c'est beaucoup plus avancé. Mais aujourd'hui, juste donner cette transparence, les gens qui vont, enfin les opérateurs privés qui rentrent dans une administration, au Parlement, il faut avoir une traçabilité pour savoir concrètement pourquoi ils sont rentrés, de quoi ils ont parlé, et ça permet de protéger tout le monde. Donc ça, c'est un exemple pour moi qui est facile à mettre en place. Et on n'a pas besoin nécessairement de légiférer ou de mettre en place toute une loi pour aboutir à ça. Merci Hatim. Il y a une question au milieu. Madame. Ah. Bonsoir. Je voudrais poser une question en fait basique. C'est-à-dire si on perdure dans ce manque de confiance ou même de cette absence de confiance, comment peut-on être à l'ordre du jour pour booster nos activités, pour faire en sorte que le consulting joue pleinement son rôle au niveau de toutes les activités, aussi bien du civil que public? Comment peut-on concurrencer les grands cabinets de consulting qui sont très budgétivores? Parler de confidentialité, je crois que c'est une représentation de l'esprit beaucoup plus qu'autre chose. Parce qu'en principe, elle ne doit pas avoir lieu. Du moment qu'il s'agit de fructifier ces activités, du moment qu'il s'agit de percevoir de l'impôt, là, tout doit être transparent. Pour ce qui concerne le consulting, je crois que dans vos interventions, c'était un peu mitigé. On n'en parle pas beaucoup de leur importance, de leur importance pour justement accompagner les entreprises et le public. Question, alors quelle est la situation du consulting au Maroc aujourd'hui? Quelles sont ses perspectives d'avenir? Comment peut-on accompagner ce plan d'émergence, ce plan de développement du Maroc, une mise à jour qui a eu le consensus de toutes les parties prenantes concernées? Comment ce métier de consulting que vous dites qui est très noble peut accompagner cette trajectoire, si vous voulez, à moyen terme ou à long terme? Merci. Merci pour votre question. Donc, si je reformule, votre question concerne plus le métier du consulting de manière générale et comment il peut se développer lui-même et comment il peut accompagner l'émergence du Maroc avec tous les défis qu'il doit relever dans les prochaines années. C'est bien ça. Alors, j'en parle même pas qu'un petit peu. Hein. Je précise tout le long du livre que finalement, je me suis aussi fait moi-même. Je suis dirigeant d'un cabinet à taille humaine, une petite boîte, un grand cabinet. Et
Et au final, ce qui fait le succès d'un cabinet à taille humaine, contrairement aux grands cabinets internationaux ou même nationaux, ben c'est la réputation personnelle. Votre cabinet, finalement, devient strictement votre personne. Parfois, on n'utilise pas la marque de mon cabinet, on va plus utiliser mon prénom et mon nom, on va plus faire appel à Hatim Benjelloun qu'au cabinet PASS. Donc c'est quelque chose qui se construit avec le temps, c'est la réputation, c'est encore une fois le professionnalisme, c'est l'éthique, c'est la persévérance. Je peux vous rejoindre, c'est pas évident lorsque dans d'autres domaines du consulting, peut-être pas mon métier, parce que moi je suis sur une niche, moi je suis pas sur un métier, enfin sur un marché très vaste, mais c'est vrai que sur d'autres métiers, il y a des grosses boîtes et la concurrence peut parfois paraître difficile pour un cabinet à taille humaine, mais mon histoire, et telle que je la raconte dans ce livre, fait que je suis rentré en France, je suis arrivé, j'étais qu'un consultant junior, et à force de travail et d'engagement, de persévérance, je suis arrivé là où je suis arrivé. C'est-à-dire, moi, je ne crois qu'au travail et à l'engagement qu'il y a derrière, et à la foi qu'on peut porter au travail qu'on fait. C'est la clé de ma réussite. Après, les autres, pourquoi ça ne marche pas pour eux, je ne peux pas me prononcer. Mais le consulting, c'est une question d'homme, c'est de la prestation intellectuelle. Donc, si l'homme brille, ça ne peut que fonctionner pour lui. J'en suis convaincu, et ça peut même créer le contraste par rapport aux gros cabinets de conseil qui, eux, sont parfois assez froids. Vous avez des interlocuteurs qui sont parfois d'un niveau très junior, vous êtes parfois face à des machines qui sont très lourdes dans le fonctionnement, on peut parfois même pas vous considérer parce que le cabinet est surchargé de missions, alors que des cabinets à taille humaine ont parfois des potentialités d'agilité, d'être plus à l'écoute de leurs clients. Mais encore une fois, c'est une question de personne. C'est ma croyance. Merci. Question suivante, Raja. Oui, bonsoir. Et je voudrais surtout remercier Book Club, le groupe Maroc Soir, d'avoir permis cette rencontre. Je ne peux pas être en présence de ce groupe sans le remercier, vu l'historique de cette institution qui a beaucoup donné. Ce n'est pas une publicité, c'est vrai. Et aussi la CGM aujourd'hui d'avoir offert cet espace de débat. Hatim Benjelloun, bravo, et je voudrais surtout te remercier pour ce courage, le courage du récit d'un métier que tu exerces, que nous exercions depuis quelques années déjà, et le courage du récit de dévoiler peut-être les déboires. J'ai pas encore lu ton livre, par contre, je n'en doute pas qu'il y a un petit soupçon patriotique. Thomas Brun pourrait me confirmer ou pas s'il l'a lu, mais voilà, j'ai hâte de le dévorer. Et puis ma question, je vais directement partir sur la question. Justement, on a évoqué l'influence. Ma question, elle est un peu futuriste. Nous sortons tous de cette semaine de Davos aujourd'hui. Nous regardons un peu les enjeux géopolitiques, encore ce partage de dés décisionnaire et de l'impact, parce que c'est là, nous entendons tous bien évidemment les outcomes, mais il y a l'intelligence artificielle. Comment ce métier de lobbyiste, comment les affaires publiques vont pouvoir se développer les années à venir selon ton prisme et selon les industries dans lesquelles que tu touches, et je suppose que tu as un peu touché à toutes les industries aussi au Maroc. Amina Ben Ammar a évoqué l'éthique, c'est un élément important lorsqu'on parle aujourd'hui d'affaires publiques et de lobbyisme. Les embouchures partout, qu'on exerce dans des multinationales ou qu'on puisse exercer à titre privé, en consultancy. À un moment donné, on a des blocages éthiques, des blocages réglementaires. Je salue le point évoqué au début de cette... D'ailleurs, le débat était très court, by the way, Thomas Brun. Je sais pas, j'aurais aimé développer un peu plus sur d'autres points. L'aspect qui a été évoqué, ce n'est pas parce qu'on connaît le numéro 1 d'un cabinet, d'un ministère, qu'on va pouvoir résoudre la problématique sans pouvoir mapper toutes les parties prenantes et avoir une stratégie bien disciplinée.
Je dis bien discipliné parce que c'est une question, parfois on a l'impression que c'est une question d'anarchie, de relationnel, de contact, mais ce n'est pas le cas. Comment Hatim Benjelloun voit la perspective de développement des affaires publiques à l'ère de l'intelligence artificielle qui va impacter non seulement l'outil de mesure du risque lorsqu'on ne fait pas une action, mais aussi le côté positif, qu'est-ce qu'elle peut apporter, cette nouvelle technologie. Et merci. Merci Raja pour ta question. Tu me mets dans la posture d'un prospectiviste, mais j'adore la question parce que en tant que consultant dans le domaine, je me pose des questions sur l'avenir. Moi, je suis extrêmement optimiste par rapport à l'intelligence artificielle. D'une part parce que on n'imagine pas comment le monde se complexifie de plus en plus et devient de plus en plus opaque. C'est-à-dire, ce qui est paradoxal, c'est qu'on a de plus en plus accès à l'information, mais plus on a accès à cette information, plus on ne comprend rien. Et c'est une des manières d'être opaque, justement. Pas laisser la possibilité à n'importe qui de pouvoir accéder à la bonne information. Donc plus le monde se complexifie, plus je considère que mon métier aura un rôle à jouer. Maintenant, honnêtement, l'intelligence artificielle, elle débarrasse le métier de plein de tâches qui vont lui permettre de se concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel dans notre métier, vous avez cité le mapping, c'est justement faire ce travail de connexion, de créer les bonnes connexions, de nourrir et d'alimenter ces connexions avec son environnement institutionnel, parce qu'elle est là la difficulté. C'est sur le terrain. C'est facile de rédiger un plaidoyer. C'est facile de rédiger des courriers, c'est facile de mettre en place une stratégie avec des PowerPoint, etc. Aujourd'hui, c'est accessible à tout le monde, justement grâce à l'intelligence artificielle. Par contre, aller sur le terrain, être acteur sur le terrain, mettre en place des partenariats avec les acteurs publics, avec la société civile, alimenter son network, son relationnel avec l'ensemble de son environnement, être présent sur le terrain, ben aujourd'hui, c'est ce qui manque aux entreprises. Elles n'ont pas le temps ni les ressources de pouvoir faire ça. Donc, moi, au contraire, je me dis, aujourd'hui, l'intelligence artificielle me facilite tellement de choses que finalement, je peux aller faire l'essentiel et être sur le terrain. Donc voilà, moi je suis très optimiste pour mon métier. Comme je l'ai dit, notre métier va se nicher et se greffe dans les problématiques les plus complexes, là où il y a le plus d'interactions entre les acteurs, qu'ils soient publics, privés, société civile, médiatiques, institutionnels, etc. Donc plus les relations se complexifient entre cet environnement, plus nous, consultants, on a un rôle à jouer pour clarifier les choses à nos partenaires, à nos clients, pour leur décrypter cet environnement et leur donner les clés d'évoluer dans cet environnement. Voilà. Merci. Je crois qu'il y a une dernière question. Pardon? C'est pas grave. En tout cas, bonsoir tout le monde. Moi, je placerai la question dans une perspective historique. Sachant très bien que le Maroc, historiquement, la relation entre les administrations publiques et le privé n'a émergé que récemment. Parce qu'au lendemain des indépendances, donc jusqu'à 1974, où nous avions procédé à la marocanisation des entreprises, la plupart du tissu industriel et économique marocain, et ce sont des entreprises familiales. Et on sait qu'il y a beaucoup de résistance à tout ce qui est lobbying, ouverture. Et comment, au demeurant, donc, quelles sont les résistances qui se posent à votre métier dans un cadre où il y a une domination de l'entreprise familiale? Merci. Merci pour la question, et même la remarque est pertinente. Moi, parfois, je dis même, c'est pas que la relation entre le public et le privé qui est récente. L'entreprise marocaine est très jeune. L'entreprise marocaine, au sens libéral du terme, n'existe depuis quand? Depuis les années 90-2000, réellement. Les entreprises ont commencé à se structurer, à s'organiser dans les marchés où elles opèrent de manière, on va dire, libérale et capitalistique. Donc,
l'entreprise marocaine est jeune. Donc moi, je peux comprendre qu'il y ait ce décalage et ce retard et qu'il faut une certaine maturité pour pratiquer les affaires publiques et que ça rentre dans la culture d'entreprise. Entreprise familiale, écoutez, vous m'emmenez sur un sujet où j'ai une opinion. Je ne saurais pas vous dire si c'est la réalité ou pas, mais mon opinion, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises familiales ne sont plus ce qu'elles étaient il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Elles sont aujourd'hui dans une obligation de se structurer, de s'organiser et de répondre à la compétitivité qui est devenue ultra rude et qu'elles ne peuvent plus se contenter des rentes du passé ou de pratiques passées. Aujourd'hui, les entreprises familiales, d'ailleurs, il y a même une association qui s'est créée, qui regroupe les entreprises familiales, parce qu'elles ont compris qu'elles doivent se réunir et penser à l'avenir de leur entité. Et ces entreprises familiales, parfois, ont même des problèmes de gouvernance, d'héritage, parfois se retrouvent avec une descendance qui n'est pas intéressée, donc elles sont même menacées de disparaître. Donc, du coup, elles sont obligées de s'institutionnaliser et de s'éloigner justement de cette dimension peut-être un peu trop marquée par les personnes qui ont fondé l'entreprise et qui l'ont menée là où elles sont. Donc aujourd'hui, si vous regardez en Espagne, en France, au Portugal, les plus grandes entreprises sont des entreprises familiales. Et si leurs dirigeants n'étaient pas médiatisés pour des raisons politiques, on ne saurait même pas qui est derrière SFR, qui est derrière Bouygues. Il faut vraiment aller creuser pour savoir qui sont derrière. C'est des entreprises à part entière qui fonctionnent avec les mêmes règles que tout le monde. Donc voilà, je pense que les entreprises familiales aujourd'hui au Maroc sont en pleine transformation et sont obligées d'aller vers quelque chose de beaucoup plus institutionnalisé, on va dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, alors, on peut peut-être en prendre encore une, et puis on vous laissera, M. Itami, le mot de la fin. Ah, je crois qu'il y a encore une question au fond, en fait, tout en haut, s'il vous plaît. Alors, bonsoir Hatim, bonsoir Thomas, bonsoir à toutes et à tous. Donc du coup, ma question, je vais aller direct à la question. Est-ce que vous trouvez, Hatim, que c'est un choix, je dirais, prudent de parler de sa vie privée dans un bouquin qui parle des affaires publiques, surtout dans un contexte où les affaires publiques et surtout les lobbyistes qui sont comptés sur les bouts des doigts, dont le pays sont très discrets. Donc c'est un choix. Pourquoi je vous pose la question? Parce que je suis en train de travailler sur mon bouquin et je parle aussi des affaires publiques. Donc du coup, ça sera en fait une façon, ça sera un bon conseil. Donc je vous remercie. Merci Iman. Du coup, bientôt on va te voir ici à ma place. Moi à ta place. Parler de ma vie privée en contraste par rapport aux autres qui sont dans la discrétion, etc. Moi, je suis dans une logique de transparence. Je ne vois pas en quoi ma vie privée peut poser problème. Je pratique un métier, encore une fois, avec toute l'éthique qu'il faut, avec toute la méthode. On a une équipe en interne qui travaille tous les jours avec leurs compétences, leurs qualifications. Ça fait 20 ans qu'on existe, c'est-à-dire que j'ai rien à cacher. Et plus on cache, plus on suscite la suspicion et le doute, tout simplement. Maintenant, c'est une question de posture et parfois de stratégie. La discrétion, je n'ai pas de, comment dire, j'ai pas d'a priori ou de préjugés, de jugement sur la discrétion. Ça peut être une position de communication. On préfère être discret. C'est à chacun de voir comment il souhaite être vu et perçu par son environnement. Moi, j'ai rien à cacher. Et justement, ce travail de transparence vient démystifier un métier et dire que finalement, voilà, il y a une personne lambda, comme tout le monde. Je suis comme tout le monde.
Et je travaille tous les jours avec mes horaires de travail. Et au final, on arrive à travailler sur des missions sensibles, stratégiques, parfois critiques, dans la sérénité et en toute transparence. D'ailleurs, avant même ce livre, j'ai déjà fait des sorties dans les médias pour parler du métier, pour sensibiliser autour, pour vulgariser, etc. On l'a moins évoqué, mais c'est vrai que c'est aussi intéressant cet ouvrage d'avoir ta trajectoire biographique avec des éléments familiaux, des éléments aussi de ton parcours en France qui enrichissent, moi je trouve, la vision que tu as aussi du métier, puisque finalement on est le fruit aussi de ce qu'on a vécu, notre parcours, de notre éducation. Donc je trouvais ça plutôt intéressant, mais j'invite chacun à lire. Merci. Je ne sais pas si on a le temps de prendre une dernière question, j'ai vu une main se lever, sinon... Alors, peut-être pas, monsieur a déjà eu la parole, mais peut-être madame. Et puis ensuite, monsieur Haitami pour le mot de la fin. Et rebonjour, c'est Hatim. Un plaisir de finalement vous rencontrer en personne. Sur la page 27 de votre livre concernant la confiance, vous dites, je cite, « La confiance est une valeur structurante qui distingue les sociétés émancipées de celles qui semblent se chercher en vain. » Où en est-on? Où en est le Maroc et les Marocains sur cette voie d'émancipation et de quête? Une grande question philosophique. Je pense que sur la base de votre exercice de la profession de lobby en affaires publiques toutes ces années, donc de ce point de vue-là. Ben oui, c'est un peu l'objet de ce chapitre. J'explique que je pratique mon métier. C'est finalement ce qui donne beaucoup de satisfaction, c'est que j'essaie de construire cette confiance entre l'ensemble des parties prenantes ou des forces vives de ce pays. Et cette confiance-là est difficile à obtenir. Elle nécessite beaucoup de temps parce que qu'on le veuille ou non, parce qu'on est des êtres humains, donc on est traversé par beaucoup d'a priori, de préjugés qui font que ça nous empêche d'aller vers l'autre. Donc une entreprise qui va justement avoir beaucoup d'appréhension à aller vers les autorités parce qu'elle a des préjugés. De la même manière, l'administration, quand elle reçoit une entreprise, elle la reçoit avec beaucoup de préjugés, beaucoup de jugements. Mon objectif, c'est de créer un cadre de confiance. C'est la meilleure manière de pouvoir se parler d'égal à égal. Mais c'est le grand défi de notre pays. C'est cette notion de confiance et c'est quelque chose qui se travaille, on va dire, de manière beaucoup plus globale. C'est dans notre éducation, c'est même dans notre culture, dans notre manière de se comporter en société, notre manière de voir le monde aussi. Et c'est un travail de longue haleine. Et plus on deviendra une nation confiante, plus on sera efficace sur l'ensemble des strates de la société, sur le plan économique, sur le plan social, politique, institutionnel. Mais c'est un travail de longue haleine. C'est pas une politique publique, c'est pas quelque chose qui peut se décider du jour au lendemain, mais ça se construit pas à pas. Et je suis convaincu qu'on est sur le bon chemin. Juste entre le Covid et aujourd'hui, il y a, et on le sent chez la population marocaine, un sentiment d'autoconfiance qui a changé par rapport aux années précédentes. On a une plus grande confiance en soi, on est plus serein par rapport à la position de notre pays dans le concert des nations, on est plus serein par rapport à la trajectoire de notre pays pour les années à venir. Donc, je trouve qu'il y a des discussions, en tout cas les discussions de salon ou dans les cafés, sont plus positifs sur le plan macro. On ne parle pas des détails, des problèmes du quotidien, mais sur le plan macro, c'est en train de venir. En tout cas, j'y crois. Merci Hatim, merci pour vos questions. Monsieur Haitami, je vous laisse la parole pour le mot de la fin. Merci beaucoup pour cet échange apaisé et pour cette confiance. Si je prends l'habit de l'anthropologue, ma lecture, c'est que de tout temps, on a essayé d'influencer le décideur.
d'une manière ou d'une autre. Dans le Maroc, je dirais d'avant, on avait toutes ces pratiques de voir le qaïd ou le décideur. J'ai l'impression que ce que fait Hatim, c'est un petit peu de structurer et de moraliser cette intervention auprès du décideur pour que ça se passe dans de meilleures conditions. Malheureusement, l'éthique n'est pas toujours présente. Et je vais finir sur une petite note d'humour, si tu me permets. Tu défends à la fin dans ton ouvrage disant qu'il faut structurer cette activité, qu'il faut la régir, qu'il faut mettre en place des règlements et lui permettre d'éclore et de fonctionner. Je me disais, est-ce que tu n'irais pas chercher un lobbyiste pour faire ça? C'est sur cette petite note que je termine. Merci beaucoup. J'espère qu'on aura l'occasion encore une fois de te recevoir, Hatim. Merci Thomas.